FM. Audi Actu. Audi Actu, comme annoncé, notre invité est déjà là, Jean-Joël Kissi, il était candidat indépendant sur la liste arc-en-ciel dans le Vaud. 3 sièges de députés étaient en jeu. Monsieur Jacques Kissi, bonjour. Bonjour, Gildas. Comment vous vous sentez après avoir participé à ces élections? Mal. Je crois que c'est le mot qui convient. Pourquoi? C'est le mot qui convient. Il y a eu toujours des élections, des mauvaises élections, des élections avec des fraudes au Togo, mais ce qui s'est passé cette année, on n'a jamais vécu ça. Il y a jamais eu le phénomène de telle ampleur que ce que nous avons vécu cette année-là. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec, monsieur Kissi? Non, c'est quelque chose que nous déplorons. C'est pas aveu d'échec de quoi. Tu vas aux élections, tu peux gagner, une autre fois tu peux perdre. Mais quand il y a des choses assez ignominieuses qui se passent et que tu te demandes, nous-mêmes les politiques, on est arrivé à se demander, est-ce que ça vaut la peine d'aller aux élections? Est-ce que les élections sont la solution au problème togolais? Pour nous, les partis qui avons l'habitude de dire que non, les élections font partie de la solution, mais c'est qu'on est arrivé à un niveau où les faits et gestes qui sont posés causent un dégoût inimaginable et incalculable. Concrètement, ce qui s'est passé à l'intérieur du pays, je ne sais pas. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Et dans le Vaud précisément, dans le Vaud précisément, sur plusieurs terrains. Qu'est-ce que vous relevez comme irrégularité, comme dysfonctionnement? Alors, le fait majeur, c'est le bourrage d'urne à dimension exponentielle. C'est le bourrage d'urne incroyable à dimension exponentielle. Vous savez, nous savons toujours que dans le système, il y avait des gens qui ont été formés au niveau du parti au pouvoir qui savaient frauder. On le dénonçait depuis. Ils savaient quelquefois comment voter multiple. Il y avait des achats de conscience que nous déployions, etc. Et ça arrivait, comme en 2007, leur faire avoir, disons, les 3/5 des députés, à leur faire avoir, comme en 2013, les 2/3 des députés. On savait ça. Mais le système mis en place cette année, où, de manière effrontée et sans aucun scrupule, les gens se permettent de prendre les bulletins, d'aller le verser, de voter, de verser dans l'urne, devant tout le monde, avec des menaces, en poussant des gens, en menaçant des gens, en agressant des gens. C'est-à-dire que ce n'est plus fait de manière fine, dans la fin. Oui, mais les délégués sont menacés. C'est-à-dire le problème qu'il y a eu cette année, c'est que la CENI, on constate, est pratiquement, et ses démembrements pratiquement pris en charge par le pouvoir. Les membres de l'opposition qu'on dit qu'ils sont là, je ne sais pas ce qui les empêche, mais ils n'arrivent pas à réagir. Nos délégués, ils arrivent dans le bureau de vote vers 7h moins le quart. Et les autres qui sont membres, parce qu'il faut remarquer qu'il y a deux choses. Il y a membres, j'espère que vous comprenez, c'est ceux qui ont été désignés pour aller à la CENI, et donc par rapport à ça, on des membres dans les CELI, et par rapport à ça, on des membres dans le bureau de vote. C'est eux qui sont les ayants droit. C'est parmi eux que sont désignés les présidents et les rapporteurs. C'est eux qui vont à 5h30 pour préparer les choses. Et puis les délégués viennent vers 7h moins le quart pour assister. Alors, dès que les délégués arrivent, d'abord on a empêché plusieurs délégués de rentrer dans la salle. Pour des raisons diverses, etc. Tel on dit que son mandat, le président de la CENI a signé, mais il n'a pas mis son nom. Que c'est des choses que la CENI a fait dans la précipitation, etc. Vous savez l'impression. On jette des gens, ils reviennent chez nous à la maison, on essaie de négocier avec la CENI avant qu'ils ne retournent vers 8h. Mais il y a eu dans tout ce temps-là, il y a eu tout ça. Quand ils sont dans la salle, quand ils remarquent quelque chose, on les menace. On va les sortir. On leur dit que eux, ils sont des observateurs. Ils sont venus pour voir ce qui se passe. Ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit d'intervenir. C'est ce que les membres leur disent. Alors, du coup, ils sont intimidés. Certains sont même sortis de la salle, quelquefois. Dans le Vaud, ça a commencé par un coin qui s'appelle Adjorogoun. Je ne sais pas si vous connaissez. Et Adjorogoun, déjà, quand ils sont arrivés, il y a eu bourrage d'urne. Avant même le début du scrutin. Les délégués sont rentrés dans la salle pour constater ça. Par les membres des bureaux de vote qui sont là. Et
quand ils ont évoqué le problème, vous savez quelle réponse a été donnée? Non, que parce que les paysans sont venus. On est en période de pluie. Ils ont envie d'aller au champ. Et ils attendaient ici depuis 6 heures moins le quart. On ne peut pas leur dire retenir. On ne peut pas les retenir. Donc, ils ont voté. Justement pour eux. Pour qu'ils commencent à voter, alors que le texte a dit que le vote commence à 7 heures. Ce cas, on a été obligé, en donnant les consignes à nos trucs là, d'en venir aux mains. Et à 8 heures, la gendarmerie a été obligée de les prendre, de les amener tous à la préfecture. On a annulé ce qui se passe là-bas pour recommencer. Avant que Adjoro Gouon ne règle, Yohanou a commencé. Bourrage d'urne, à gogo. Mais au moment où Yohanou termine, Mamissi, mais c'est le coin où tu ne peux pas imaginer. Les résultats vont venir, vous allez voir. La semaine prochaine, j'espère que l'opposition va se retrouver. On va préparer des dossiers. Et on va amener les rapports. Et on va relever des rapports. Vous allez vous demander, mais pourquoi dans un bureau de vote, on a annulé 113? Parce que c'est des bulletins prévotés. Parce que c'est des bulletins... Voilà. Ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est que dans le bureau de vote, il y a des signatures sur des bulletins. Oui. Voilà. Donc 2 personnes signent le bulletin. C'est le président et le truc là. Ils vont... Je ne sais pas la méthode qu'ils ont faite. Ils scannent la signature ou bien ils font reproduire la signature. Mais malheureusement, je crois qu'il y a quelqu'un qui était absent dans un bureau de vote. Et la signature était différente. Et ils sont allés, ils ont versé plus d'une centaine de bulletins dans l'urne. Un des représentants de là est venu et a contesté ça. Mais ils se sont querellés, ils se sont battus. Mais finalement, le type là a réussi. Ils ont dit, ok, on laisse voter, mais à la fin du vote, quand on compte les bulletins dont les signatures sont différentes, qu'on ne les prend pas en compte. Donc c'est ce qui a été fait. On vous apportera ces procès-verbaux où vous verrez 130 bulletins annulés. Tu te diras, mais 200 personnes ont voté, pourquoi on a annulé 130? Donc, il y a quelque chose. Vous quittez là-bas. Le cas le pire dans le Vaud, c'est celui de Assor Gbederhonou. À Assor Gbederhonou, il y a 2 bureaux de vote. Le bureau de vote A et le bureau de vote B. Dans le bureau de vote B, il y a le bulletin de vote qui est normal. Dans le bureau de vote A, il y a le bulletin, mais il n'y a pas mon logo. Je ne suis pas sur la liste. Dans la même préfecture, la liste arc-en-ciel n'est pas sur la liste. Dans le bureau de vote. Et vos militants ont fait comment? Non, c'est-à-dire que en premier lieu, donc, il n'y avait qu'un seul délégué dans la salle. J'ai envoyé une seule déléguée par salle. Mais le bulletin était tellement naturel que les gens n'avaient pas constaté à l'avance. Puisque pour les gens, bon, tu prends le bulletin et tu vois ce qu'il y a dessus. Et vers 14 h, il y a quelqu'un qui est venu et il est allé, il a déposé le bulletin et puis quand il ressortait, c'est lui qui dit Rwando Yameboma a voté arc-en-ciel. Mais arc-en-ciel n'est pas sur le bulletin. Donc je n'ai pas voté. Donc c'est par là qu'on a su finalement que ce bulletin était en arc-en-ciel. Et ils ont appelé, en tout cas nos vigiles, on a des superviseurs. Et les superviseurs sont venus. C'est le cas aussi avec d'autres listes indépendantes, même dans le Grand Lomé aussi. Mais ça, je n'ai pas. Moi, je crois que c'était chez moi seul. Même pour l'FDR, même dans l'AV, son logo ne figurait pas sur. Mais au-delà de tout. Mais comment cela arrive? C'est-à-dire que comment on peut fabriquer un bulletin et il n'y a pas le logo? Mais ce qu'on dit là, c'est assez grave pour une élection. Et il n'y a pas le logo. Comment c'est fait? La reproduction a été faite. Testé, spécimen fabriqué, des semaines à l'avance. On a payé les cautions. On a payé les cautions. Mais je dis, les spécimens, c'est la reproduction des spécimens qui constituent le bulletin, seulement qu'on enlève le mot spécimen. Nous n'avons pas vu de spécimen sans nos logos. Comment peut-il y avoir de bulletins sans nos logos s'il n'y a pas fraude manifeste? Je ne sais pas, qu'on m'explique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça veut dire que toutes ces preuves-là seront concoctées, seront quand même réunies pour qu'au cas où vous pouvez quand même vous peut-être saisir les juridictions compétentes à la matière au moment venu. Oui, mais ça, c'est des cas qu'on va étudier. Mais tel que la fraude a été faite, c'est-à-dire que je ne sais même pas. Peut-être on va se voir avec les autres de l'opposition. Moi, je suis dépité. Que je me demande même est-ce qu'il faut réagir. Mais ensemble avec les gens de l'opposition, on va voir. Parce que ce que la DMP avait dit hier, vous vous retrouvez dans tout ce que la DMP a relevé comme irrégularité. J'ai pas suivi même la DMP. Moi, j'ai vu ce que s'est passé chez moi et j'ai dit que c'était ignominieux. C'est pas quoi. C'est-à-dire que
ce qui fait peur, c'est que ce n'est pas la fraude par les fenêtres, quoi. La personne vient, elle lui dit qu'il veut mettre les bulletins dans l'urne, parce que c'est eux qui patronnent les bureaux de vote. Et il le met, il pousse même les gens. À Tokli, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Dogan, il pousse même les gens, ils agressent. Mais il met les bulletins. C'est-à-dire que c'est de manière... Je ne sais comment on va dire ça. C'est de manière militaire, quoi. C'est de manière incroyable que ça a été fait. Mais c'est terrible ce qui s'est passé là. Les gens vont dans les bulletins, dans les bureaux de vote, on leur donne 3-4 bulletins d'aller voter en même temps. Quand les délégués protestent, on leur dit, eux, ils n'ont pas le droit de parler. Quelque part à Keta Akoda, comment l'appelle-t-on, les observateurs sont passés. Oui. Et quand les observateurs sont passés, il y a quelqu'un qui a eu le courage, partout ils n'ont pas le courage de parler, hein. Il y a quelqu'un qui a eu le courage de dire, on donne 3, 4, même 5 bulletins à des personnes ici, pour aller voter eux seuls. Quand les observateurs sont partis, on l'a menacé. On va le sortir de la salle, on va le taper. Et c'est ces menaces qui ont fait, les intimidations qui ont fait que il y a un qui est décédé à Djankassé. On fait une élection et quelqu'un décède. Dans la préfecture où la personnalité de l'État la plus élevée était candidat. Le chef de l'État n'est pas candidat aux législatives. Donc, sur le plan de la République, celui qui est le plus élevé qui a été candidat, c'est le Premier ministre. Et tu ne peux pas donner l'exemple. Dans ta préfecture, ces choses se passent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'envie du pouvoir peut amener les gens à faire? Quelle est la renommée qui va rester pour vous, pour vos enfants, demain, quand on va dire que c'est tel qui a fait ci, dans telle préfecture, en tel moment. Et les gens vont se satisfaire de dire, voilà, ils ont arraché tous les sièges de députés, ils ont arraché tous les sièges de régionales, dans une préfecture qui n'a jamais été leur fief. Au-delà de tout, pour certains, ces situations seraient prévisibles vu le contexte dans lequel on allait à ces élections. Est-ce que finalement ils ont raison? Je considère qu'aujourd'hui, hein, moi je le dis de manière propre, les Tipi, les gens de la diaspora, les Nathaniel Olympio, ils ont raison. Ceux qui n'ont pas participé aux élections? Oui, ceux qui ont dit que ces élections ne vont rien donner. Et que ça ne va pas être correct. Et que ces gens ne sont jamais en mesure de se comporter de manière correcte dans une élection. Vous leur donnez raison aujourd'hui? Ils ont raison. Je leur donne raison. Moi, c'est-à-dire que moi, c'est ma particularité. Ma particularité, c'est que je ne dis les choses que telles qu'elles sont. Vous vous souvenez quand on a été chez Nana Akufo-Addo et Alpha Condé. Et on a refusé de prêter serment. Et on a boycotté ensuite les élections. Moi, j'ai dit, j'étais allé sur Canal FM, j'ai fait mon mea culpa, et j'ai dit que c'était pas bien d'avoir eu 8-8 et d'avoir prêté serment. Moi, j'ai le mérite de dire, quand je n'ai pas raison quelque part, je le dis. Je dis aujourd'hui, il faut se demander, est-ce que les élections sont la solution au problème togolais? Et que est-ce que les Tipi et les Nathaniel n'ont pas raison? J'en doutais encore au moment où ils faisaient quelques fraudes que nous connaissions, les achats de conscience, couper les électeurs en cours de route, aller leur distribuer l'argent la veille, les couper en cours de route pour dire prends 5 000, c'est celle que tu vas voter. Ça, si nous-mêmes on n'arrive pas à bloquer ça, c'est dommage. Il faut que l'opposition se prépare ensemble. Mais ce qui s'est passé cette fois-ci, vous ne pouvez même pas bloquer. Où on dit aux délégués, mais toi, tais-toi. Si tu veux parler, on te sort. Tu n'es qu'observateur ici. Tu es délégué, nous on est membres. Tu n'es qu'observateur. Où on va, on plonge les bulletins dans une. Ils se querellent. Le délégué qui est éveillé dit, vous n'allez pas faire. Et l'autre dit, je vais faire. Qu'est-ce que tu vas dire? Et l'autre pousse l'autre et il verse les bulletins dans l'urne. Ça dit que ça, je n'ai pas imaginé. Ça, donc, je ne pouvais pas imaginer. Vous donnez raison à ceux-là qui n'ont pas participé. Mais ceux qui, ici, au-delà de tout, pour les listes indépendantes, on a vu que globalement, comme l'a dit la DMP hier, les indépendants sont oubliés, écartés de la course. Certains ont oublié leur logo, d'autres ne sont pas pris en compte. Là aussi, pour le cas des indépendants, cette année, c'est une particularité. Vous avez eu beaucoup de problèmes, comme vous le relevez dans le Vaud, avec la liste arc-en-ciel. Oui, mais vous dites là que ce n'est pas seulement les indépendants. Vous avez parlé des FDR. Oui. Les FDR ont eu un problème aussi à Vaud, à Boko, où ils en sont presque venus aux mains avec un des chefs du village. Le chef du village de Kopégan
est allé se planter dans le bureau de vote jusqu'à la fin. Moi-même, je suis allé le voir, où il oriente les choses. Et les gens de FDR ont dit, mais les chefs n'ont rien à voir dans les élections. Vous allez comme le président de la République, vous faites votre devoir, et comment on appelle, citoyen, et puis vous vous en allez. Vous n'avez rien à faire. Parce que, voilà. Et ils s'en sont venus aux querelles. Et lui-même, le chef, dit, les gens de FDR m'ont presque tapé ici aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu cherches là-bas? Tu n'as rien à voir dans une cour des élections, dans un bureau de vote. Tu n'as rien à voir. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Donc, ce n'est pas seulement les indépendants ce qui s'est passé. Et dans ce Boko-là, tu sais ce qui s'est passé? Nous-mêmes, on est allés. On a vu quelqu'un dans sa voiture. Il va dans les autres bureaux de vote. Il y a deux centres de vote. Il y a un centre de vote à Boko-Skulbadi, il y a un autre à Solikope. Il est venu au centre de vote de Boko-Skulbadi et il est venu prendre des bulletins, ramasser des bulletins restants et il est parti à Djorogu, utiliser un certain nombre et il est parti après à Solikope, utiliser un certain nombre. Nous-mêmes, on les a vus. Et je suis allé à la CELI Vaud pour le dire, au niveau de la CELI, pour dire, mais comment se fait-il? Et on m'a dit là-bas que le président même a dit qu'il y a des bulletins qui sont finis ailleurs et qu'on peut prendre les bulletins là pour aller les donner. Mais dans ces conditions, mais comment se fait-il que celui qui allait ramasser des bulletins n'a ni, comment vous appelez votre tenue là? Les gilets, n'a ni gilet, ni badge. Mais comment se fait-il? J'ai même retenu le numéro du véhicule. Je peux le dire ici puisque je l'ai dit à la CENI. Tout ce que moi je vois, je le dis. Ce qui s'est passé à Sodagbati, on a appelé le vice-président de la CENI. Et on lui a passé le président du bureau de vote pour dire ne comptabilisez pas les votes là parce que il y a un candidat qui manque sur le bulletin. Donc on ne peut pas comptabiliser. Et le président a posé la question. Le président du bureau de vote a reconnu qu'il y a vraiment un cancer qui n'est pas sur le bulletin chez lui. Alors le président a dit comptabiliser. Ça fait un contentieux ça. J'ai cet audio là. On a des preuves d'un certain nombre d'éléments. J'ai cet audio-là qu'on peut même vous donner, que vous pouvez jouer, c'est des preuves. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les gens sont allés découvrir ça, ils ont dit, ils veulent prendre photo. Partout où des fraudes se sont passées, on a empêché les gens de prendre photo. Mais si le truc, c'est régulier, partout où il y a des anomalies, vous devez permettre aux gens de prendre des photos, de garder, si vous voulez que ça soit juste. On empêche les gens de prendre des photos. Donc c'est un monsieur Jacques ici qui revient de ces élections-là tellement désabusé, découragé. Mais on a vu aussi, je ne sais pas si c'est le même cas chez vous dans le Vaud, que la population ne sait pas. Là vous avez totalement raison. On a noté moins d'engouement autour du scrutin. Ce n'est pas moins d'engouement, c'est les gens ne sont pas sortis. Comment vous comprenez ça? Les gens ne sont pas sortis. Moi je dis une chose, c'est peut-être le fait qu'on leur impose des choses dont ils ne sont pas d'accord, personne ne les écoute. C'est ça peut-être. Parce que ils n'étaient pas d'accord avec cette nouvelle constitution. Mais on le leur a imposé. Mais pour le fait qu'ils ont l'impression que... Mais pour certains, ce sont vos militants de l'opposition qui auraient boycotté les élections. Mais pourquoi du côté de l'autre camp, on m'a dit que leurs militants ont voté bel et bien. Donc, vous avez perdu doublement au niveau de l'opposition. Donc, ils n'ont pas plus de 10%, 13% de l'électorat alors. S'ils disent ça, parce que dans le Vaud, à partir de 10h45, les bureaux de vote étaient vides. Personne ne venait. Parce que moi, j'étais allé voter à 10h45. Il y a un certain nombre de vos journalistes qui sont venus me filmer. Vous pouvez le leur demander. Je peux vous donner leur nom. Vous pouvez le leur demander. Quand ils sont allés, comment étaient les centres de vote? C'était déjà vide. À 10h45. Pour une élection qui était appelée à terminer à 16h. Donc à 10h45, tous les militants de l'UNIR, c'est eux qui ont voté et c'est les gens de l'opposition qui n'ont pas été. Non. Vous savez, cette année, il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas l'opposition qui a appelé au boycott, mais c'est le peuple lui-même qui a choisi de boycotter. Il faut qu'on analyse. Il y a peut-être les raisons que l'État ne les écoute pas, ils sont désabusés. Il y a aussi peut-être le fait, et il faut le reconnaître, que nous n'avons pas fait de liste commune, unitaire, au niveau de l'opposition. Comme le peuple le veut. Je ne sais pas, c'est une analyse qui doit être faite a posteriori. C'est ça. Maintenant, le problème qui se pose, comment dire, le paradoxe. Comment se fait-il que les gens ne sont pas allés voter? On sait que partout ça a été le boycott, mais on retrouve 93% de votants dans le bureau de vote.
on retrouve 98% de votants dans les bureaux de vote. On retrouve même des choses qui sont sorties où il y a 21 000 électeurs, mais on a 25 000 voix pour un parti. Mais comment se fait-il? D'où sont sortis ces bulletins-là? Alors que les gens ne sont pas... Dans le Vaud, en tout cas, les gens ne sont pas allés. C'est ce que j'ai appris dans le Yota aussi. Un peu dans le lac aussi, là où j'ai des gens. Que les gens ne sont pas sortis. C'était aéré partout. Vous pouvez inviter Zep, qui est candidat dans le lac. Il va vous le dire. Oui. Mais il s'est fait que, à la fin, à 16 h, les urnes étaient pleines à craquer. Mais comment se fait-il que les électeurs ne sont pas partis, mais les urnes étaient pleines? Mais voilà les preuves de bourrage d'urnes. Et tout ça, il y a des méthodes pour... On doit travailler. L'opposition doit travailler sur ces éléments-là. Et justement... Même si on ne peut rien obtenir avec, pour la communauté internationale, on doit se retrouver dans les meilleurs délais pour travailler sur ces éléments-là. C'est vrai aujourd'hui que le taux de participation est devenu difficile à trouver, mais monsieur Kissi, au-delà de tout ce qui s'est passé, ce que vous avez relevé, ce n'est pas différent de ce que la DMP a évoqué hier. Mais au niveau de l'opposition, quelles leçons vous pouvez tirer de tout ce qui s'est passé? Non, moi je l'ai dit au début. Je dis, il y a quelque chose de dangereux qui guette ce pays-là. À partir du moment où ce n'est plus l'opposition qui appelle au boycott, mais le peuple choisit de boycotter. Ça veut dire que dans l'imagerie populaire, dans l'instinct populaire, les gens se demandent est-ce que les élections sont encore la solution au problème togolais. Ça a déjà commencé. Ce discours avait déjà commencé le 22 février 2020. Dès la fin des élections présidentielles et de ce qui est passé avec Agbéomé, certains ont déjà commencé à dire les élections ne sont pas la solution au problème togolais. Ces gens-là, plusieurs parmi eux ont même dit qu'il ne faut pas aller à ces élections, qu'il faut boycotter. Nous avons eu le courage d'y aller. Mais quand dans les urnes, il s'est réalisé que le peuple même a démontré dans les urnes, est-ce que ça vaut la peine d'aller aux élections? À partir de ce moment-là, quand tu aimes un pays, il faut commencer par se prendre la tête dans les mains. Parce que un peuple qui pense que les élections ne sont pas la solution, toute petite chose sociale peut être la prochaine déflagration. Et ça, les politiques doivent réfléchir là-dessus. Sérieusement. Sérieusement, ce que j'ai entendu sur votre chaîne hier avec Mimi Dossou, c'est malheureux. Non, c'est aussi son point de vue. Oui, mais on ne va pas aller... on ne va pas la contre-attaquer, c'est son point de vue. Monsieur Gildas, est-ce que... Non, monsieur Gildas, est-ce que la politique, ce n'est pas que Madame Marine Le Pen conteste ce que dit Macron, et Macron aussi demande ce qu'il a dit? Pourquoi ici, Mimi Dossou est dans l'UNIR, et moi, dans l'opposition, je ne dois pas dénoncer ce qu'elle dit? Alors, il y a opposition ou il y a pouvoir où? Non, quelqu'un ne peut pas se gloser. Hier, ce qu'elle a fait ici est une provocation. Mais comment vous arrivez à accepter facilement? Elle dit, elle nous cite la cigale et la fourmi. Où étiez-vous au temps chaud? Mais vous avez chanté toute... voilà. Aujourd'hui, c'est le temps de la récolte. Comme l'a dit le ministre Pascal Bodiora ce matin, même si dans le temps, vous disiez que Lomé est le fief de l'opposition, les résultats aujourd'hui reflètent le travail abattu sur le terrain par le parti présidentiel. Donc aujourd'hui, pas question de dire qu'on vous a volé. Et au temps chaud, on nous empêchait, nous, de tenir des meetings. Quand elle répond, que faisiez-vous au temps chaud? Que faisiez-vous au temps chaud quand la DMK veut faire un meeting, on l'empêche? Quand l'ANC veut faire un meeting, on l'empêche. Pendant qu'eux, ils labouraient le terrain. Quand la DMP veut faire un meeting, même si c'est la DMK qu'on est contre, parce qu'on est contre Kodjo, on est contre Agbéomé. Pourquoi quand il y avait la DMP, quand la DMP veut faire un meeting, on l'empêche? Pourquoi quand l'ANC veut faire un meeting, on l'empêche? Pourquoi quand les FDR veulent faire des meetings, quand les FDR veulent créer le GMC, on l'empêche? Mais vous mettez des militaires partout pour empêcher nos meetings. Et vous nous dites que faisiez-vous au temps chaud? Moi j'ai envie de leur répondre. Au temps chaud, vous avez mis des vaches dans nos champs. Comment voulez-vous qu'on puisse labourer? Au temps chaud, ils ont mis des vaches dans nos champs. Comment ils veulent qu'on puisse labourer? C'est ça la provocation. C'est malheureux que parce que vous avez le pouvoir aujourd'hui, vous avez des militaires derrière vous, et à partir de cela, vous pouvez vous permettre de nous chanter le chant du coq, parce que vous avez des militaires derrière vous. Non, ça c'est... À la limite, monsieur Gildas, soyons respectueux les uns envers les autres. On appelle ça du habamé. Du habamé, pas parce que Madame Dossou, elle est ma soeur. Mais en politique, je suis son aîné. Après, bon, elle est son aîné. Elle est rentrée en politique quand? Parce qu'elle a eu un poste. Donc, on ne va pas faire quand même son
son CV par rapport à son entrée en politique. Mais oui. Vous ne l'avez pas relevé, oui, bon. mais c'est un fait assez grave. Au-delà de ça, faisiez-vous autant chaud? Au-delà de ça, monsieur Kissi, les tendances tombent goutte à goutte au niveau de la CENI. Les compilations ont commencé il y a de cela 4 jours. Et globalement, on voit que dans les circonscriptions électorales, c'est le parti UNIR qui caracole en tête des scores. Vu ce que vous venez de dire, vous ne vous retrouvez pas dans ce que la CENI fait. Non, moi je considère que ces élections, il faut même les annuler. Reprendre tout. L'opposition doit demander l'annulation pure et simple de ces scrutins. On va à un dialogue, on réforme le système électoral. Non, moi, en tout cas, Gildas, avec ce système électoral-là, moi, je ne pense plus pouvoir aller aux élections. Un système électoral où tous les membres de la CENI sont presque des alliés du pouvoir. Et ils peuvent se permettre de menacer les gens dans les bureaux de vote. Ils peuvent se permettre... Mais vous avez écouté un observateur, vous avez écouté le message de cet observateur de l'Union africaine qui a dit, je ne sais pas, mot pour mot, et il était allé dans le bureau de vote. Il a demandé, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tout est régulier? Oui. Tout le monde a répondu oui, sans exception. Et quand elle sortait, quelqu'un, et je crois que ça doit être dans le veau, parce qu'il disait, un délégué de Alolé, c'est Alolé Dou. Voilà. Alolé Dou est venu souffler dans les oreilles. Nous, quand on est venu ici ce matin, que les unes étaient déjà bourrées, hein, il dit, ah bon? Mais, et puis, il fait le tour. Et il revient dans ce bureau de vote et il demande, il veut encore demander, est-ce que tout est régulier? Personne n'a bronché, même celle qui est venue lui dire la chose à l'oreille n'a bronché. Et il demande, qu'est-ce que vous voulez que j'écrive dans mon rapport? Rapport. Ouais, ça veut dire que... Pour lui, tout s'est bien passé. Voilà. Ça veut dire qu'il y a de l'intimidation. On ne peut pas aller aux élections et on envoie des délégués et vous leur menacez de les sortir de la salle. S'ils bronchent, ils disent un seul mot. Ça n'a pas de sens. Madame, monsieur, nous sommes avec monsieur Jean-Joël Kissi, candidat indépendant sur la liste arc-en-ciel dans le Vaud pour les élections législatives du 29 avril dernier. On marque la pause et on revient avec lui. Vous allez recevoir aussi vos réactions téléphoniques via et qui a été à ces élections avec la liste indépendante arc-en-ciel dans le Vaud. Monsieur Jacques, ici au niveau de l'opposition, venait de le dire qu'il y aura des réflexions à mener au sortir de ces élections. Mais aujourd'hui, ce double scrutin a beaucoup d'enjeux parce que si la constitution nouvellement votée par l'Assemblée nationale pourrait être promulguée ou non par le chef de l'État, ce vote va compter beaucoup pour la suite de l'actualité politique au Togo. Ça veut dire que les 113 députés qui seront élus récemment vont décider au nom du peuple et les 179 conseils régionaux aussi. Mais quel avenir pour l'opposition dans ce contexte-là? Si ce schéma arrivait à se concrétiser, M. Kissi? Non, mais il y a eu des pays où c'est lorsque la chose est arrivée à ce comble-là que finalement j'ai l'impression que c'est en ce moment-là que le pouvoir joue sa perte. Moi, j'ai l'impression, c'est ce qu'on connaît dans l'historique politique du monde. C'est quand tu prends du pouvoir, tu veux tout prendre. Tu t'accapares de tout. Et tu le fais de manière effrontée, de manière... c'est-à-dire que il n'y a plus de manière dedans. C'est-à-dire, personne ne peut rien me dire. Je le fais. Personne ne doit rien dire. Quand ça arrive comme ça, c'est que tu arrives un peu à ta fin. Est-ce que moi je suis en train de voir? Vous avez parlé d'un élément de la nouvelle constitution. Vous en avez parlé. Et vous avez dit après promulgation par le chef de l'État. Pourquoi il n'a pas encore promulgué? Oui. Pourquoi il n'a pas encore promulgué? Ça veut dire qu'il y avait deux schémas. Cette constitution-là était là. Et il l'a fait. Si jamais l'opposition remportait les élections législatives, il n'a pas besoin de promulguer. Parce qu'en promulguant, il donne le chef de l'État, qui est le président du Conseil, à l'opposition. Si jamais eux, ils gagnaient, ils promulguent. Ça veut dire qu'il en use. Donc, voilà un peu. Il a gardé la chose. C'est compte tenu de celui qui gagne, qu'il va promulguer. Les gens n'ont pas vu ce schéma-là. Moi, j'ai vu ce schéma depuis. Et je dis, mais pourquoi il ralentit la chose? Il fait une deuxième lecture. Pourquoi même il a demandé la deuxième lecture? En fait, il a demandé la deuxième lecture juste pour changer le mandat unique du président de la République inaugurateur de Chrysanthème de 6 ans à 8 ans. C'est-à-dire que 2 mois, qui est renouvelable. Avant, ce n'était pas renouvelable. Donc, dans leur schéma, celui qui était appelé à devenir président de la République,
c'est celui-là qui a voulu que non, mais 6 ans, une seule fois, ça ne me suffit pas. Faites au moins un peu que moi aussi je renouvelle. Donc c'est à cause de ça, ils ont modélé. Et maintenant, ça lui donne la chance, au moment même où nous allons aux élections, de garder cette constitution-là, de dire, si les autres gagnent, je ne promulgue pas parce qu'ils vont prendre le pouvoir du chef de l'État, qui est le pouvoir du président du Conseil, et si nous on gagne, je promulgue. Voilà comment une république peut fonctionner suivant l'intérêt d'une personne, suivant l'intérêt d'un clan. On garde, et c'est quand ça pose comme ça, et on met. Quand ça pose comme ça, on met. Mais c'est quoi cette république? Voilà, mais c'est peut-être ça qui va amener à leur perte. Hein. Moi, je dis, le système électoral tel que c'est, avec tout le monde qui est affidé au niveau des membres, au pouvoir, presque, si ça doit continuer, nous on considère que je n'ai plus besoin d'aller aux élections. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Il faut peut-être revenir carrément à un système électoral avec, comment on appelle ça, une CENI non politique, une CENI technique, faite sur la manière ghanéenne, totalement technique, avec un soutien peut-être du PNUD, parce que il faut aussi trouver le moyen de désigner et de financer ces gens techniques-là, qu'ils ne soient pas la sorte du pouvoir. Et ça, au moins, on sait que... Donc, ils sont là aujourd'hui au Togo, ces hommes neutres entre griffes qu'on peut trouver dans tous les secteurs pour faire une CENI technique. Moi, je crois qu'on peut les trouver. Ça dépend de qui leur paye et quelle instance leur désigne. Moi, j'avais déjà dit au temps où Maître Aboibo vivait qu'il fallait commencer par expérimenter une CENI semi-technique, semi-politique. C'est-à-dire que 9 ou 10 membres sont désignés par ceux qui sont à l'Assemblée nationale et 8 ou 9 membres sont désignés de manière technique, aidés par le PNUD, qui en fait s'occupe des questions du développement. Les élections, c'est pour construire le développement. Donc, à partir de cela, au niveau international, sous l'ébauche des Nations Unies, c'est le PNUD qui s'en occupe. Le PNUD fait un truc pour recruter des gens qui sont des techniciens qui y participent. Et on va voir, parmi ceux-là, quels sont ceux qui ont le mieux fonctionné avec le moins de conflits d'intérêts personnels. Et si on voit que c'est plutôt les techniciens, on dit il faut balancer vers une CENI technique. Mais on n'a pas pu avoir ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à une formule avec une CENI technique carrément, ou même dans le bureau de vote, c'est des techniciens qui sont là. Et tous ceux qui participent aux élections ont le même droit. Et leurs délégués aussi sont payés par l'État. Parce que quand vous allez surveiller une élection, vous n'allez pas le surveiller pour Jean Kissi. Vous allez le surveiller pour l'État. Mais comment se fait-il que les membres des bureaux de vote, le jour même du scrutin, eux, ils sont payés par l'État et nous, c'est nous-mêmes qui payons nos membres des bureaux de vote. Et c'est pour ça même que le financement qu'on a fait là, moi, je ne suis pas allé prendre. J'ai dit, je ne prends pas avant les élections. Parce que, pour moi, la quintessence doit être que le jour des élections, tous ceux qui sont dans cette salle et qui travaillent pour la transparence des élections doivent être payés par la même régie. Si tous doivent aller à la poste, eux tous doivent aller à la poste. Si ceux qui sont venus à 5h30 pour préparer les bureaux de vote doivent prendre 7 000, ceux qui sont venus à partir de 7 h pour surveiller le vote pour l'intérêt de tous peuvent prendre 5 000. Et ça devient égal. Mais faire en sorte que nous, on a payé les candidats même qui paient les délégués. Qui paient les délégués. C'est un peu deux poids, deux mesures. Voilà, c'est un peu deux poids, deux mesures. Donc le système doit être totalement réformé pour moi. 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct, nous, avec M. Jean-Joël Kissi, qui vient de prendre part à cette législative dans le Vaud pour réagir sur tout ce qu'on vient de dire. Le premier intervenant qui se signale au bout du fil. De l'autre côté, rapidement, mais au-delà de tous ces aspects, on va prendre le premier intervenant. Auditeur, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, miaou le Dondiro. Qui est journeur? L'émission est en français. 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous dans cette émission. Auditeur, bonjour. Bonjour, honorable député. Oui, Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur. Bonjour, Papa Sibiti, vous êtes en direct, on vous écoute. Bon, je vais vous dire que M. Jacques ici, vous êtes orateur. Vous voyez, vous êtes créé des problèmes. Pourquoi dans le quart maintenant vous êtes devenu indépendant? Moi je vais vous dire parce que j'ai vu les cuites et les autres. Les gens pour ce
pas qu'il n'y en a pas, nous sommes là. Vous devez rester à votre place. Vous voyez, c'est une partie. Maintenant, le président de la République, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux qu'on accorde le président fort. Ce n'est pas parce que je suis là. Non. Vos délégués, le président de faire un effort pour payer tous les délégués. Que ce soit de l'opposition ou des choses. Je pense qu'il est en train de payer. Je veux qu'on l'applaudisse comme on applaudit. Ok. Maintenant, c'est strict. L'opposition, je l'avais dit à Canal que à la lure où non, c'est l'UNIR qui va gagner. Maintenant, il a tout gagné, il n'a pas gagné pour papa. Il a fait un peu de vide là par maintenant, il va tout gagner. Oh, papa, je dis attendons de voir. Ok, ok. Merci beaucoup, papa Sibissi. On vous a compris. Derrière vous, c'est Richard. Mon écouteur ne fonctionne pas bien. Bonjour, Richard. Bonjour, monsieur Joël. Bonjour. Bonjour. Mon écouteur ne fonctionne pas bien, c'est pour ça ces difficultés. C'est mieux. Voilà, c'est bon. Bonjour, monsieur Joël. Bonjour, mon cher. Bonjour. Monsieur Joël. Oui. Vous avez dit, mais il manque l'essentiel. Le code électoral tient de biaiser vers la partie minoritaire de la population et qui permet à l'UNI de les manipuler et de bourrer les unes là-bas. Vous ne voyez pas que le code électoral équitable, le code électoral équitable de 1994-93 qui a permis à qui a permis à l'opposition d'être majoritaire. Vous ne voyez pas qu'il faut ramener ce code électoral et exiger de renouvellement qui ne fait pas question qu'il y aura élection sur le fonds propre et après la vie devient chère aux Togolais. Et souvent, pourquoi? C'est pour mener ces fraudes ou bien pour qu'on ne les dise pas que les choses soient équitables entre les Togolais, que le pouvoir a jugé bon pour que l'élection soit maintenant sur les fonds propres. Vous ne voyez pas que c'est la gravité. Et depuis là, on ne songe pas à cela. Ok. Nous ne souhaitons pas qu'une étincelle se produise. Non, on n'aura pas, on ne le souhaite pas. Merci beaucoup à vous, Richard. On prend John. Bonjour, John. Bonjour. Bonjour, John. Oui. Comment vous allez? Ça va bien, vous? Vous êtes en direct, on vous écoute. Voilà. Allô, John, on a du mal à vous écouter. Est-ce que vous pouvez vous repositionner? Non, Haïti, on a du mal à écouter John. On va le permettre d'aller revenir. On prend monsieur Roussian, c'est Roussian, non? Monsieur Kouessan. Oui. Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Kouessan. Bonjour, monsieur Jean Kissi. Bonjour, mon cher. Bonjour. Moi, je vous encourage beaucoup. Merci. Vous savez, dans ce pays, les élections ne peuvent pas résoudre nos problèmes. Vous venez de dire quelque chose. Ça m'a tellement intéressé. Maintenant, je demande à ce que l'opposition se réunisse pour avoir une bonne idée avant de s'engager dans ce genre de choses. Depuis qu'on faisait les élections dans ce pays, l'opposition n'a jamais gagné. Pourquoi? Même vous voyez les résultats. Et l'opposant là, M. Tipi Atadam, il avait bien dit que les élections ne résoudront jamais le problème dans ce pays. Vous êtes des sages. Mais il faut bien mûrir vos idées pour savoir ce que vous allez faire, pour que les Togolais soient en paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le dernier, c'est M. Gado. Bonjour, Gado. Bonjour, Zidane. Bonjour. Oh, honorable, bonjour. Ah, bonjour, M. Gado. Oh, honorable, vous avez raison. Tous les délégués doivent être payés par la CENI parce qu'ils travaillent pour l'État et non pour l'opposition. Ça, c'est normal. Hier, j'ai dit à Mme Ministre Dounou sur une antenne, Madame, méfiez-vous, changez-vous. Nous sommes dépassés. Moi, j'ai deux questions, M. Kissi. Est-ce que nous pouvons mieux que la Corée du Nord au Togo? Est-ce que nous pouvons mieux que la Corée du Nord? Secondo, si on donne un passeport diplomatique à un Togolais avec au moins 50 millions, il va abandonner la nation totalement. Moi, je suis d'accord, mais c'est bon.
Monsieur Gado, il faut être animé, il faut être un vrai patriote. Aujourd'hui, c'est vrai, votre première préoccupation, il faudrait que la CENI paie tous les délégués de vote parce que tout le monde travaille pour le pays. Monsieur Kissi, au niveau des interventions, oui, c'est fini. Pour Papa Sibiti, le premier qui est venu, nous a appelé. Je n'ai pas entendu du tout. Oui, bon, il avait dit que vous êtes un bon orateur, votre départ du CAR pour évoluer sous la bannière d'une liste indépendante aujourd'hui, ça vous a coûté cher. Non, ce n'est pas ça qui nous a coûté cher, puisque le CAR même était candidat dans ma circonscription électorale et le score que le CAR, en tout cas la liste qu'ils ont présentée sous la forme du CAR, le score qu'ils ont présenté n'est pas meilleur que pour le moment le recensement que nous sommes en train de faire. Donc ce n'est pas le fait d'être au CAR. Vous savez, le CAR, on nous l'a arraché. J'ai pas décidé de quitter le CAR. On est en train de nous l'arracher. Le problème est au tribunal. J'ai pas envie de revenir dessus. Nous avons fait un congrès, nous avons déposé les dossiers. Au ministère, le ministre a fait disparaître les dossiers et il a accepté le dossier de nos dissidents. Donc, on ne va pas revenir. On ne va pas aller dans le dossier, donc aujourd'hui, par rapport à vos indépendants. Mais par rapport au UNIR qui est en train de rafler, le 113 députés à l'Assemblée nationale. Non, mais vous savez, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Hein. Il y a un adage qui dit à vouloir vaincre sans gloire, on finit par, je sais pas, triompher. Donc moi non, mais ça dit que il y a des choses que tu peux avoir, tu vas ramasser des biens, que sinon nous, comme on le dit chez nous, pour aller mettre dans ta chambre, voilà, on a un pain. Et pourtant ça fait honte. Donc je crois que voilà ce qui se passe au niveau de l'UNIR, ça me fait, à la limite, je suis même plus heureux qu'eux. Ah bon. Je suis plus heureux que parce qu'il y a une question quand même de dignité dans ça. C'est ce que je dis, à vouloir avec sans gloire, mais donc ça me fait ça me fait pour Richard, est-ce qu'il serait possible de faire revenir le code électoral de 93-94? Je crois qu'il a raison. Il a raison et comme j'ai dit, je crois que la solution est dit. Il faut réformer complètement le système électoral togolais, sinon ça ne vaut plus la peine d'aller aux élections. Je crois que c'est une phase qui résume tout. Il faut totalement, carrément, que tout le monde soit désengagé du système. Vous savez, je vois aujourd'hui qu'il y a des pays où le ministère de la décentralisation, ou le ministère de la gestion territoriale organise des élections en Afrique, mais et pourtant, ces élections sont acceptées. Nous avons une CENI, et maintenant, c'est la CENI qui a été transformée maintenant en un organe. Regardez comment cette CENI s'est comportée. Mais ils n'ont même pas communiqué. On ne sait même pas les choses à l'avance. On est rentré dans des bureaux de vote. Il n'y avait pas eu de dialogue avec vous, les leaders politiques. On est rentré dans des bureaux de vote où les bulletins sont pliés, déposés avant. Et la façon dont on a dit sur les médias de plier le bulletin est différente de la façon dont les membres des bureaux de vote eux-mêmes ont plié les bulletins et ont laissé. Il y a eu des bureaux de vote, c'est les délégués qui sont venus leur dire non, ça ce n'est pas comme ça on fait. Que c'est comme ceci on fait. Donc ils n'ont même pas pu faire la formation des membres des bureaux de vote et même des présidents des bureaux de vote. Mais c'est-à-dire que c'est archaïque, c'est archi catastrophique ce qui s'est passé. J'ai jamais vu ça. Ce qui s'est passé là, j'ai jamais vu ça depuis que je suis les élections. Depuis quelques années, le Togo organise des élections sur fonds propres et le doux des Togolais, c'est de dire à quelle sauce nous serons mangés au lendemain de ces élections. Est-ce qu'on va encore voir on peut voir aussi le carburant qui sera augmenté. Non, mais il a totalement raison. Hein. Il a totalement raison. Moi, je dis, si c'est le truc qu'on a organisé là, qu'il faut faire sur fonds propres, vaut mieux leur dire restez, on ne fait plus des élections. Et puis on économise ça, franchement. Si c'est ça là qu'il faut faire sur fonds propres, ça, ce n'est plus la peine. Et puis, je ne comprends pas comment vous pouvez aimer votre pays. On est dans le concert des nations. On a signé toutes les conventions internationales. Donc, nous tous, on a le droit de profiter de la communauté internationale. D'autant plus que on profite du Fonds monétaire international. On profite de la Banque mondiale. Et au moment des élections, on refuse que l'international intervienne. Alors qu'on est membre de l'ONU. Parce qu'on a envie de voler des élections, on a envie d'organiser les élections comme on veut. Ça, je ne comprends pas. La CENI technique pouvait même être assistée par des gens de l'ONU. Par des gens délégués par le PNUD. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, dans l'administration, dans les ministères des Finances, dans les régies financières,
Vous vous souvenez, il y a eu une étape où on fait venir des experts. 2 experts sur chaque projet. Un expert international recruté par le PNUD et un expert national recruté par le Togo. Si on accepte comme ministère des Finances, là où on gère l'argent, on recrute un expert international et on recrute, mais au niveau de la CENI, où on organise des élections qui vont permettre le développement, pourquoi on va refuser des experts? Parce qu'on ne veut que personne mette la bouche dedans, c'est là-bas on vole bien. Non, mais je crois que non, je crois, en tout cas, il y a quelque chose à faire dans ce pays. Si on est ensemble là, et je crois que l'opposition doit se saisir. Vous savez, rapidement, parce que nous sommes au prier à la moi, je suis sorti de ces élections avec une chose, avec une mentalité. Qu'il faut que l'opposition remobilise. Il remobilise avec le slogan « Il est interdit d'interdire ». C'est le slogan que moi je propose au nôtre de l'opposition. Il est interdit d'interdire. C'est avec ce slogan que désormais on va se mobiliser pour aller aux prochaines batailles. Merci beaucoup à vous, monsieur Jean-Joël Kissi, d'être passé dans cette émission. C'est fini pour l'auditeur actualité de ce 3 mai 2014. À la manette a été MSA sur la page Facebook de la radio. C'est Enjoy à la réalisation, Claudie Adino et Mathias Azialé. À 8h30, Nessina Kobo, la rédaction vous retrouve pour le journal La Minère, le débat. Portez-vous bien, on vous souhaite d'ores et déjà un bon début de week-end à toutes et à tous, accompagnés de la chaîne de l'excellence.